Eh ben, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés. Avec la sortie de Believe My V4, de Believe My Pro, du cours sur React, du cours sur MVC, j'ai été ultra débordé. En plus, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Il y a notamment Believe My Messenger qui permet de... Enfin bref, il y a tellement de choses qui sont arrivées. Le principal, finalement, si vous voulez découvrir tout ce qui est arrivé, c'est d'aller sur believemy.com. En tout cas, nous, aujourd'hui, on va s'attaquer à notre barre de navigation animée. Donc comment ça va fonctionner? Lorsqu'on va arriver sur le site, on va avoir cette barre de navigation et lorsqu'on va survoler les éléments, sans les cliquer, on a une petite barre en dessous qui va apparaître au fur et à mesure. Une fois qu'on va cliquer sur un élément, la barre va changer de couleur et va glisser vers le lien qui a été cliqué. C'est idéal notamment si vous voulez utiliser cette barre de navigation avec React, puisqu'on en parle, ou encore avec JavaScript. C'est vrai que pour tout ce qui est PHP, c'est pas forcément idéal, étant donné que de toute façon, ou même du HTML simple, étant donné que de toute façon, vous allez devoir recharger la page. Par contre, si vous n'êtes pas obligé de recharger la page et que vous pouvez utiliser JavaScript pour faire du JavaScript pur, du JavaScript vanilla, ou utiliser jQuery, ou utiliser React, là c'est un effet de fou. Parce qu'on peut vraiment changer la couleur de tous les onglets et ça permet ensuite d'afficher en dessous la page qui correspond à l'élément qui a été cliqué. Et tout ça, c'est très simple avec JavaScript. Voilà, je vais changer également un petit peu cette fois-ci, je vais vous laisser vous concentrer sur le code. Donc je vais juste retirer ma petite tête. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de changement. Ok, écoutez, je vous propose qu'on attaque tout de suite. On va laisser ça de côté, comme ça on aura un repère de temps en temps. Donc on va ouvrir un nouveau CodePen et on va commencer déjà par ouvrir une nouvelle balise HTML nav. La balise HTML nav, c'est une balise qui est utilisée pour le HTML5. Ça permet de mieux structurer notre code HTML et donc de dire à nos moteurs de recherche notamment, là ici tu as une barre de navigation, là ici tu as un article, là tu as une autre section, etc. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette balise nav. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ajouter des éléments. Donc, nos éléments ici ce seront des liens, mais on va éviter justement de les rendre cliquables. Et tous nos éléments auront une classe nav_item. Je vais juste agrandir un petit peu. Et ici, on pourra par exemple dire home. Ensuite, si on continue, on aura par exemple la classe donc nav_item. Et ici, on aura about. Et puis, on va éviter de perdre un petit peu trop de temps. On va copier, coller, parce qu'on va en mettre quand même plusieurs. Voilà. Donc ici, on va dire qu'on aura home, ici about, ici testimonials, qui veut dire avis en anglais, enfin en français. Ici, on aura blog, et puis on va ajouter un 5e élément. Vous pouvez en ajouter, bien sûr, autant que vous le souhaitez. Contact. Nous, ici, on va tout faire avec JavaScript, car oui, on va utiliser un petit peu de JavaScript. Vraiment pas du JavaScript très compliqué. Vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau de fou pour comprendre JavaScript, pour comprendre ce qu'on va faire, en tout cas au niveau du JavaScript aujourd'hui. Mais donc, on va faire en sorte que notre JavaScript soit adapté à un nombre dynamique d'éléments. Ce qui veut dire qu'en fait, grâce à ce qu'on va faire au niveau du JavaScript, on pourra retirer autant de liens qu'on le souhaite, on pourra en ajouter autant qu'on le souhaite. Tout va se faire automatiquement. Donc le lien, la petite barre en dessous qui est juste ici, elle va s'ajouter automatiquement. Voilà, elle va glisser automatiquement entre nos éléments, peu importe qu'on ait un élément, 2 éléments, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc c'est vraiment très appréciable. Ok, une fois que c'est fait, on va ajouter sur notre premier élément isActive. Donc ce sera une classe bien spécifique qui va permettre de styliser et de faire apparaître la petite barre en dessous. Parce que par défaut, on dira qu'on arrive sur la page d'accueil, par exemple. Une fois que tout ça c'est fait, pour l'instant, on a besoin juste d'ajouter une balise de span qui sera notre indicateur. Donc je l'ai appelé nav_indicator. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître cette petite barre-là, mais qu'on va pouvoir la glisser. Si vous regardez un petit peu, là, lorsqu'on va avoir notre élément qui est actif, donc là, c'est notre page home qui est active. Lorsque notre page est active, dans ce cas, on fait apparaître une petite bordure en dessous. Cette bordure, on la fait glisser d'élément en élément. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la petite bordure en question, elle n'est pas attachée à home, mais que c'est la classe isActive qui permet de dire « Ok, attention, là, on va devoir par exemple changer la couleur du texte. » Mais nous, grâce à
grâce à la position de l'élément qui a la classe isActive, on va savoir où glisser notre indicateur. Donc notre petite bordure qui est ici, grâce à JavaScript, on va pouvoir lui dire, ok, bah, la petite bordure, tu vas la glisser en dessous de l'élément qui a la classe isActive. Ce sera cette classe-là, par exemple. Si je clique sur Testimonials, dans ce cas, la classe isActive va être retirée de Home, elle sera ajoutée à Testimonials, donc elle sera ajoutée ici. Et nous, dans ce cas, avec JavaScript, on pourra dire, ok, très bien, bon, bah finalement, le nouvel élément qui a la classe isActive, c'est Testimonials, donc la classe NiveIndicator, tu vas la glisser juste en dessous. Encore une fois, faites pas des crises cardiaques avec mon accent en anglais. Hein. Voilà, bon, une fois que c'est fait, on peut maintenant passer au niveau du CSS. Pour le HTML, c'est tout ce qu'on aura. Donc c'est vraiment un code HTML tout à fait simple. On va déjà commencer par styliser le padding, donc le box sizing border box, qui nous permet de dire, ok, si je rajoute du padding, tu le contiens dans la largeur de l'élément. Donc si on a un élément qui fait 100 pixels et qu'on ajoute un padding de 10 pixels, l'élément ne fait pas 120 pixels, mais bien 100 pixels. Si on n'ajoutait pas box sizing border box, l'élément ferait 120 pixels, ce qui ferait qu'on aurait des effets un petit peu bizarres au niveau du style, c'est pas vraiment top. Et moi, je vais rajouter un text decoration none pour retirer les liens qu'il y a, enfin les petites barres en dessous, les petites bordures en dessous qu'il y a sur les liens. Une fois que c'est fait, on va vouloir centrer tout ça. Rien de mieux que d'utiliser Flexbox. Donc un display flex, un justify content center et un align items center pour centrer à la fois verticalement et horizontalement. Ici, pour l'instant, on voit pas grand-chose parce que la fenêtre est réduite, mais si je l'augmente, on voit que c'est centré horizontalement. Pour le centrer verticalement, on va dire que body peut prendre 100% de la hauteur. Pour ça, on peut utiliser 100 VH, qui veut dire tu prends toute la place qui est disponible en hauteur. Ici, on a donc bien son VH. Maintenant que c'est fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donner par exemple une couleur de fond. Donc on va faire un background color avec la couleur 13, 14, 16 qu'on n'a pas utilisé depuis un petit moment. Maintenant que ça c'est fait, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est de passer à la suite. Notamment, si on regarde dans notre HTML, on a notre balise nav. Donc je vais juste dire que ma balise nav, ce que je vais vouloir faire, c'est éventuellement ajouter un petit background color. Ça pourrait être sympa. Une couleur blanche. Donc FFF, ouais. Pourquoi pas. On va faire un padding 0,20 pixels pour mettre 20 pixels de padding à gauche et à droite. Et on va faire un border radius d'environ 40 pixels, histoire d'avoir de gros coins arrondis. Donc là, c'est déjà un petit peu plus sympa. On n'a toujours pas de hauteur, mais c'est pas grave, car ce sera chacun de nos éléments qui va avoir une hauteur. Ça va nous permettre de rendre cliquable sur tout l'élément. Vous voyez ici, on peut cliquer en dessous ou au-dessus de l'élément, c'est détecté automatiquement. Si on mettait directement 20 pixels de padding partout, donc là on aurait un effet un petit peu bizarre, mais bon, en tout cas ce serait voilà, on aurait de l'espacement à gauche, à droite, en haut, en bas. Dans ce cas, on ne pourrait pas survoler au-dessus d'éléments, il faudrait vraiment qu'on clique sur le texte en question pour faire apparaître la bordure. Ça, au niveau de l'expérience utilisateur, c'est pas quelque chose qu'on veut. Nous, on veut quelque chose qui soit quand même un petit peu plus sympa. Maintenant que tout ça c'est fait, on va pouvoir ajouter éventuellement un box shadow. Donc là, ici, il y a un léger box shadow, vous voyez, en blanc, qui est plutôt sympa. Ça, c'est une question de goût, vous pourrez le retirer si vous voulez. Donc nous, on va faire 0 pixels de décalage au niveau horizontal, 10 pixels de décalage au niveau vertical. On veut une ombre qui soit floue d'environ 40 pixels et on veut une couleur qui soit 159, 162, 177 en 0.8, donc avec une opacité de 0.8. Et ça nous donne cette petite ombre qui est plutôt sympa. On aura encore quelques petites choses à rajouter, mais on va y revenir par la suite. Là, on va styliser directement nos éléments HTML. Donc là, la classe navItem, on voit que c'est tous nos liens. Tous nos liens ont la classe navItem. Donc tout ce qu'on va mettre dans navItem, ça va styliser individuellement nos liens. Premièrement, je vais mettre un texte en noir qui est plutôt foncé, donc 83-81-8C. Ça va permettre de modifier la couleur du texte. Et puis ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un font family Arial. La police Times New Roman, on n'en veut pas vraiment. On précise également sans serif, ce qui fait que si la police Arial n'est pas disponible sur l'ordinateur de votre utilisateur, ce sera la police par défaut sans serif de l'ordinateur, donc de votre utilisateur, qui sera utilisée. Et la police sans serif, en gros, c'est une police qui ressemble un peu à Arial. On va dire qu'il n'y a pas de fioritures, il y aurait pas des... C'est pas comme Times New Roman, vous voyez, il y a pas des... C'est pas très précis dans le trait, c'est vraiment...
Bah, c'est des barres, quoi. Voilà, c'est plus sympa. En tout cas, ça fait un petit peu plus moderne, je trouve. Ensuite, on va pouvoir ajouter notre fameux padding de 20 pixels. Ça va nous donner de la hauteur sur notre header. Donc là, forcément, c'est un petit peu limite. Là, le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on n'a pas de la hauteur. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas de la hauteur? C'est parce que notre élément en tant que tel, navItem, se constitue comme étant un lien. C'est-à-dire que comme c'est un lien, finalement, on ne peut pas vraiment ajouter du padding en haut et en bas. Parce que justement, on a besoin que ce soit un élément de type inline block ou au moins de type block. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Pour résoudre ce problème, on pourrait éventuellement dire que dans notre classe, ou plutôt dans notre balise nav, tous les éléments se comportent comme des éléments de type inline block. Et au moins là, c'est bon. Notre problème est réglé. Pourquoi? Parce que le comportement par défaut de flex, donc de flexbox, ça fait en sorte que justement on peut redimensionner les éléments les uns par rapport aux autres. Une fois que ça c'est fait, on peut continuer par rapport à notre classe navItem. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter sur navItem? Ici, je vais par exemple ajouter un petit peu d'espace, donc un margin 0 et 6 pixels à gauche et à droite pour espacer nos liens. Vous allez voir que ce sera vraiment très appréciable lorsqu'on ajoutera nos petites bordures en dessous. Ça va nous permettre de bien espacer nos éléments. Parce que là, la bordure, si on veut que ce soit un petit peu joli, on va la faire dépasser un petit peu à gauche et un petit peu à droite par rapport au texte. Vous voyez? C'est jamais centré totalement. Il y a toujours cette partie-là qui dépasse et cette partie-là qui dépasse. C'est pour avoir un petit peu plus de cette partie qui dépasse et pour rendre tout ça un petit peu plus joli que je fais ça ici. Maintenant, on va styliser ceci. Donc lorsqu'on passe au-dessus d'un élément, on a cette petite bordure grise qui apparaît. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Pour faire ce genre de choses, c'est vraiment très simple. On va utiliser un pseudo-élément. Donc on va dire que sur la classe navItem, on a un pseudo-élément before. On va faire apparaître ce pseudo-élément, donc avec content qu'on initialise à vide. Et on va placer notre petite bordure de façon absolue, donc avec un position absolute. Par défaut, ici, on fera un bottom de moins 6 pixels pour le cacher. Donc, c'est-à-dire que quand on va arriver sur notre site, nous, on ne veut pas voir toutes les bordures grises en dessous. On veut faire apparaître notre bordure grise uniquement que lorsqu'on survole l'élément. Donc ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on dira au survol de l'élément, si l'élément n'a pas la classe isActive, dans ce cas, tu me fais apparaître cette petite bordure grise en dessous. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Pour l'instant, je vais commenter cette propriété-là. Voilà, car je n'ai pas spécialement envie j'ai envie qu'on travaille un petit peu. J'ai pas envie qu'on travaille à l'aveugle en fait. J'ai envie qu'on travaille et qu'on voit ce qu'on fait, notamment si on rajoute des couleurs, etc. Et ça tombe bien, on va ajouter une couleur tout de suite. Donc on va faire un background color DFE2EA. Ça fera un gris assez simple, assez transparent finalement. Là, on voit toujours rien parce qu'on n'a pas mis de hauteur. Donc c'est normal, ne vous en faites pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un height de 5 pixels. Donc là, on voit toujours rien. On va donner maintenant une largeur de 100% pour dire que tu prends toute la largeur disponible. Là, on a quelques petits soucis. Si on regarde, là, ça va pas du tout parce que tous nos éléments font 100%. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'à votre avis, là, on a cette énorme barre de scroll qui prend toute la place? Donc ici, on a notre barre de scroll qui apparaît, qui prend vraiment toute la place et on a cette balise span. Enfin, c'est pas vraiment une balise de span, mais ce pseudo-élément, mais qui ne s'arrête pas. Est-ce que vous avez trouvé pourquoi? Le problème, c'est parce qu'ici, on a un élément en position absolute et il se réfère donc au parent. Et le parent ici, ce n'est pas navItem, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que navItem n'a pas de position relative. Donc ici, il se situe par rapport à body. Donc en fait, ce qu'on dit ici, c'est qu'on dit que, ok, très bien, là, notre pseudo-élément, il va prendre toute la largeur de body. Et c'est pour ça qu'on a un énorme scroll qui représente à peu près 2 fois la largeur de body. Pour éviter ce problème, on va juste rajouter une propriété position relative pour dire aux éléments en position absolue, non, vous faites pas les cons, vous vous référez par rapport à votre parent. Et votre parent, c'est moi. Et là, maintenant, on a résolu notre problème. Alors, c'est toujours pas parfait au niveau des bordures, mais je vous rassure, on va résoudre ce problème très facilement au fur et à mesure. D'accord? Ne vous en faites pas, vraiment, c'est très simple à faire de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant dans notre petite bordure en dessous? Dans notre petite bordure en dessous, donc dans notre pseudo-élément, éventuellement, on pourrait faire un petit border radius. On va mettre 8 pixels à l'angle du haut à gauche, 8 pixels à l'angle du haut
à droite et 0 en dessous à droite et 0 en dessous à gauche. Donc là, de cette manière, on stylise vraiment que le dessus. Moi, je trouve que ça donne un effet qui est beaucoup plus sympa comme ça. Bien sûr, notre objectif, nous, maintenant, c'est de coller ça en dessous. Donc de le coller tout en bas de notre bouton, de notre texte ici présent. Comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? Pour pouvoir faire ce genre de choses, il suffit de préciser que quand on va styliser notre élément, on va lui préciser un bottom 0. Donc attendez, hop, voilà, bottom 0. Donc là, nos bordures sont en dessous. D'accord? Elles sont tout en bas. Elles sont collées en bas de notre barre de navigation. Bon, ok, avant de continuer, on va quand même essayer de résoudre ce petit bug qu'on a, qui fait que nos bordures ici, elles sont vraiment... elles sont pas bien mises, c'est-à-dire qu'elles dépassent un petit peu sur la droite et c'est pas centré. Alors comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? Comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que nos bordures soient centrées? Mais pour faire ce genre de choses, on va aller dans notre classe nav, qui est juste ici, enfin c'est pas notre classe, c'est notre balise nav plutôt. Et on va devoir rajouter quelque chose. Ce quelque chose, c'est un overflow hidden. Le overflow hidden va faire en sorte que tout ce qui dépasse ne sera pas affiché. Et ça tombe bien parce que nous, quand on arrivera sur notre site, on aura donc plus tard un bottom -6, donc de -6 pixels pour ne pas faire apparaître nos bordures partout. Et donc au moins, ça va éviter de faire apparaître nos bordures qui sortent de notre barre de navigation. Si je retire cette propriété overflow hidden, là on voit nos bordures en dessous, c'est vraiment pas joli. Donc on a résolu notre problème, mais qu'en partie. C'est-à-dire que là, nos bordures ne dépassent plus, mais elles ne sont toujours pas centrées. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à ce résultat, où les bordures sont bien centrées par rapport au texte? Si on regarde ici, l'espace qu'on a là, finalement c'est le même espace qu'on a ici. Donc c'est bien notre bordure, notre pseudo-élément donc qui n'est pas centré. Comment donc est-ce qu'on peut faire? Il nous suffit de dire left 0. En faisant un left 0, on dit à notre bordure, tu ne te places pas par rapport au texte, mais tu te places par rapport à la gauche de l'élément parent. Et la gauche de l'élément parent, elle est ici, 20 pixels après. Car si je vous le rappelle, ici on a un padding de 20 pixels. Le plus simple ici, c'est peut-être de faire un background color red pour que vous puissiez voir. Regardez un petit peu. Voyez? Tout ça, c'est nos éléments. Et le margin 0,6 pixels fait en sorte que nos éléments ne soient pas côte à côte. Si on ne faisait pas ça, donc si on ne rajoutait pas notre margin 0,6 pixels, vous voyez, tous nos éléments seraient collés et donc ça voudrait dire qu'on aurait des bordures qui se touchent. Quand notre bordure sera activée, ici, ça voudrait dire qu'elle se toucherait avec celle d'ici. Moi, je trouve que c'est pas très joli, c'est pour ça que j'ai mis une marge en fait entre les deux. Mais donc là, maintenant, notre problème est résolu et on a bien nos bordures qui apparaissent par rapport à notre barre de navigation et qui s'agrandissent selon le texte. Donc c'est vraiment magnifique, c'est exactement ce qu'on veut. Bon, ce qu'on veut pas par contre, nous, c'est afficher nos bordures par défaut. Donc on va retirer tout ça et ici, je vais décommenter le bottom -6 pixels. Comme ça, par défaut, maintenant, nos bordures n'apparaissent plus. Alors, nous, on a dit qu'on voulait que nos bordures apparaissent lorsqu'on survole un item et lorsqu'il n'avait pas. Donc je vais pouvoir utiliser le pseudo-sélecteur 2.note qui prend entre parenthèses une classe. Donc là, par exemple, je vais dire si l'élément navActive n'a pas, donc note, la classe isActive et qu'il est survolé, dans ce cas, le pseudo-élément before, ici, et on va résoudre ce problème de texte qui se cache lorsque l'écran est réduit, ne vous en faites pas. Dans ce cas, je vais passer bottom à 0. Ok, très bien, on teste ça tout de suite. Et là, ça fonctionne. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que de base, home, on ne peut pas l'afficher. Voilà, on ne peut pas l'afficher, il n'y a pas de bordure qui apparaît. Pourquoi? Parce que justement, home a la classe isActive. Donc notre condition ici fonctionne très bien. Entre guillemets, c'est pas vraiment une condition, c'est plus un sélecteur, mais bon, bref. Et donc là, tout fonctionne très bien. Le seul problème, c'est que ça apparaît de bout en bout et je trouve que c'est pas très joli, donc on pourrait essayer d'améliorer tout ça. Pour améliorer tout ça, il suffit d'ajouter une propriété transition à 0.3 secondes. Et donc comme ça, on va dire que, par exemple, la propriété bottom, elle va passer de -6 pixels à 0 en 0,3 secondes. Si on regarde maintenant, la barre apparaît progressivement et je trouve que ça rend super bien. Ok, super. On continue. Maintenant, on va dire que notre barre de navigation, enfin oui, notre barre de navigation, plutôt notre élément de navigation, s'il n'a pas la classe isActive et qu'il est survolé, dans ce cas, cette fois-ci, je vais modifier la couleur. Donc ce ne sera pas un gris assez clair, un noir assez clair, ce sera un noir assez foncé, avec la couleur par exemple 333.
En faisant ça, maintenant, si je survole mon élément, on voit que le texte passe en noir et que j'ai bien la bordure du bas qui s'affiche. Donc c'est vraiment beaucoup plus sympa comme ça, je trouve. On va tout de suite résoudre notre problème de barre de navigation qui cache le texte une fois qu'on est sur un écran qui est trop petit. Alors rassurez-vous, hein, normalement vous ne devrez pas avoir ce problème-là, moi c'est parce que je zoome énormément. Mais si vous voulez que je vous donne une piste pour éviter ce genre de problème, bah, vous pouvez aller dans Nav et on va faire un overflow X. Donc en gros on va dire que sur l'axe des abscisses, donc horizontal, si on a le moindre problème, dans ce cas on dit auto. Et comme ça, notre navigateur rajoutera une barre de défilement. Je suis d'accord que c'est pas très très joli. Bon, sur Mac, ce sera un petit peu plus joli parce que sur Mac, on voit pas ce genre de scroll bar. Mais voilà, c'est une solution qui est plutôt simple à utiliser si vous voulez vraiment ne pas avoir ce problème-là. Encore une fois, je pense que vous, de toute façon, vous ne l'aurez pas car pour arriver à une taille aussi petite, généralement, on fait un menu à part pour les mobiles, justement. C'est-à-dire un menu avec un accordéon. Lorsqu'on clique sur l'icône du menu, un menu s'ouvre. Et d'ailleurs, j'en ai proposé plein sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Donc bon, là, ok, tout ça fonctionne. Là, ce qu'il nous faudrait, par exemple, maintenant, c'est styliser notre indicateur. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? On va utiliser la classe navIndicator. Alors, je vais juste zoomer encore un petit peu, hein. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Donc, la classe navIndicator, c'est celle qui est sur notre balise span. Vous voyez, d'accord, juste ici. Donc, je vais pouvoir lui raconter ceci à notre petite classe navIndicator. Je vais pouvoir lui raconter, tu sais quoi, tu vas te mettre en position absolute pour pouvoir te placer un petit peu où tu veux. Et d'ailleurs, c'est important de le faire hein, parce que notre barre, elle va vraiment naviguer à travers toute notre barre de navigation. Donc, c'est important de vraiment bien mettre ce position absolute, sinon on ne pourra pas la placer où on veut. On va dire que par défaut, tu vas te mettre tout à gauche. Tu vas prendre toute la largeur, donc left 0, bottom 0. C'est comme si on faisait un width 0, un width 100%. Tu vas prendre une hauteur également de 5 pixels, donc finalement on reprend un tout petit peu le style qu'on a mis dans notre pseudo-élément ici. Et puis cette fois-ci, on va faire un transition à 0.4 secondes. Pourquoi? Ça va permettre, lorsqu'on va notamment modifier la couleur ou la position, que ça prenne 0,4 secondes. Donc ce sera un petit peu plus lent que lorsqu'on survole un élément. Je trouve que c'est quelque chose qui est un petit peu plus sympa. Voilà, faire ce genre de choses de cette manière-là, je trouve que c'est quand même plus cool. Et puis enfin, on va rajouter également un border radius de 8 pixels, 0, 0. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'a toujours pas de couleur sur notre barre en dessous. D'accord? Si on regarde bien, ici, on n'a toujours pas de couleur. On a une couleur pour les éléments en survol, mais ça, c'est parce que c'est géré depuis CSS. Mais là, par exemple, on n'a pas la couleur orange. Ou alors, on n'a pas la couleur bleue si on clique sur Testimonials. D'ailleurs, si je clique sur Testimonials, il ne se passe rien. Alors, comment est-ce que ça se fait? Comment je peux faire tout ça? C'est maintenant qu'on va devoir utiliser JavaScript. Donc on va aller dans JS et on va devoir utiliser deux constantes. On va avoir une constante indicator qui va reprendre donc avec un document.querySelector notre classe navIndicator, donc cette classe-là, hein, ici, et donc notre élément ici. Comme ça, on pourra le prendre et le modifier d'emplacement, le changer d'emplacement plutôt en JavaScript. Ensuite, on va avoir une seconde constante, ce sera items qui sera égal à document.querySelector all navItem. Qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, dans un premier temps, alors je vous l'ai dit, hein, on stocke notre indicateur dans une constante indicator, et dans un second temps, on stocke tous les éléments de notre barre de navigation, donc avec un querySelector all, faites bien attention à mettre le all. Et pourquoi faire? Pourquoi? Parce que justement, ensuite, on va pouvoir boucler sur tous ces éléments-là. Parce que tous ces éléments-là, nous, on veut... donc j'ai fait exprès de ne pas utiliser jQuery, sinon ça aurait été quand même beaucoup plus simple. Mais là, j'ai voulu le faire en JavaScript Vanilla. Et donc, pour faire ce genre de choses, on va devoir boucler. On va devoir boucler autour de tous les éléments pour ajouter un écouteur d'événements. C'est-à-dire que on va dire dans Items, pour chaque élément, donc on va le stocker à la fois dans Item et on aura également l'index éventuellement. Pourquoi pas? Ici, j'utilise les fonctions fléchées. C'est l'une des dernières nouveautés de JavaScript qui commence à plus être si nouveau que ça maintenant, parce que les fonctions fléchées, attention ici à ne pas mettre de E, à for each bien sûr. Voilà, c'est une des dernières nouveautés, même si maintenant c'est très 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 utilisé.
Et donc, si vous êtes vraiment perdu dans les fonctions fléchées, n'hésitez pas à aller voir le cours que je vous propose sur JavaScript, qui est complet et qui en parle si vous souhaitez vous mettre à jour. En tout cas, là, on va dire que pour tous les éléments, donc là, on a item sans le S. Vous voyez, on boucle. Donc, on va dire l'item qui a été bouclé. On va faire un add event listener et je vais ajouter l'événement click. Une fois qu'on aura l'événement click, dans ce cas, je vais stocker l'événement qui a été créé et je vais appeler une fonction qui va s'appeler handleIndicator. Et je vais cette fois-ci passer e.target. Donc je vais passer quoi? Je vais passer directement mon élément ainsi que sa référence au niveau du DOM, quoi, en fait, finalement. Donc je vais faire passer ça, par exemple. Voilà, ceci. Tout ça, lorsque je vais cliquer dessus, ce sera envoyé. C'est pour ça qu'on utilise le target. Bon, très bien. C'est pas tout. C'est pas tout. Pourquoi? Parce qu'on va aussi dire que chaque item, au niveau des classes, si ça contient la classe isActive, donc là, on a récupéré tous nos éléments. On a home, about, testimonials, block, contact. Ok, très bien. Là, cette fois-ci, on a ajouté un écouteur. Donc, à chaque fois qu'il y aura un clic, on va exécuter une fonction. Donc, on va la créer tout de suite. Là, on va exécuter la fonction handleIndicator qui contient l'élément. Et cette fonction-là, ok, elle sera exécutée, elle permettra de déplacer notre indicateur d'un lien à un autre. Voilà, d'un onglet à un autre, d'un endroit à un autre, si vous préférez. Ensuite, nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on initialise pour la première fois notre page, notre indicateur actuel par rapport à la classe isActive apparaisse. Et ça, pour l'instant, on n'a pas. Ça, pour l'instant, on ne sait pas le faire. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? C'est très simple. On va juste dire, si notre item dans classList qui énumère toutes les classes qui sont ajoutées à l'élément, il y a la classe donc avec contains isActive, dans ce cas, je vais appeler handleIndicator et je vais passer mon item. Pourquoi? Qu'est-ce que je viens de faire ici? Alors, je viens d'utiliser une des dernières expressions, entre guillemets, de JavaScript, c'est-à-dire que là, en fait, on fait un petit peu une condition ternaire condensée. C'est-à-dire que là, si ça vaut true et qu'ici ça vaut true, dans ce cas, on exécutera handleIndicator item. Ici, l'avantage, ça permet d'éviter les conditions ternaires de ce style-là. Voilà, du style, si item.classList.contains isActive, dans ce cas, on fait handleIndicator, sinon, à la limite, on fait null. Voilà, ça permet d'éviter ce genre de choses et ça permet également de ne pas passer par un if, item, point. Voilà, une condition classique. J'essaye vraiment d'augmenter un petit peu le niveau des vidéos. Donc là, on utilise les conditions ternaires imbriquées. Ici, ça vaudra toujours true parce que notre fonction handleIndicator existe bien, donc ça vaudra toujours true. Par contre ici, ça vaudra pas tout le temps true parce que tous les éléments ne contiennent pas la classe isActive. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'ici, dès qu'un élément a la classe isActive, dans ce cas, on exécute la fonction ici. Et c'est juste une manière de faire qui est raccourcie. Ok, il ne nous reste plus qu'à nous occuper de notre fonction handleIndicator. Mais alors, il va se passer quoi dans handleIndicator? Ici, dans un premier temps, on va aller boucler sur tous les items. Donc, boucler sur tous les items. Pourquoi? Parce que nous, ici, ce qu'on veut, c'est retirer la classe isActive. Ok, ça se comprend. Si on est en train de cliquer sur un certain élément, par exemple, si je clique sur Testimonials, dans ce cas, mon écouteur a été associé à mon élément Testimonials, il n'y a pas de souci, je peux cliquer dessus. Ce qui va se passer, c'est que on veut maintenant ajouter la classe isActive sur Testimonials. Mais si je ne retire pas avant la classe isActive sur Home, dans ce cas, j'aurai Home et Testimonials qui vaudront tous les deux isActive. Donc je vais avoir deux barres en dessous. Une pour Home, une pour Testimonials. Pour réinitialiser tout ça, on fait une boucle. On fait une boucle en disant tous les items, pour chacun des items, ce qu'on a fait. Et là, comme je n'ai qu'un seul élément, d'ailleurs ici, j'aurais pu mettre également un seul argument sans mettre de parenthèse, c'est tout à fait possible, car avec les fonctions fléchées, si vous n'avez qu'un seul argument, vous n'êtes pas obligé de mettre les parenthèses. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de les mettre. Ok. Donc ici, ce qu'on va dire, c'est juste item classList.remove et là, on va retirer la classe isActive. C'est tout. Ensuite, ce qu'on pourrait éventuellement faire, car on va devoir le faire, c'est qu'on va dire, dans l'item, on va retirer l'attribut style. Pourquoi? Parce qu'ici, on va
styliser notre bordure. Ici, styliser l'indicateur, si vous préférez. Voilà, ça va permettre de styliser l'indicateur. Alors, comment est-ce qu'on va faire ce genre de choses? Dans un premier temps, nous, on va vouloir avoir une petite bordure qui va s'afficher en dessous de tous les éléments qui auront été cliqués. Donc là, par défaut, si on clique sur un élément, il n'y a plus rien. D'ailleurs, vous le voyez maintenant, Home, si on regarde bien, Home, maintenant, on peut le survoler. Avant, on ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce que dès que notre page a été rafraîchie, on est arrivé ici, et tous les éléments, on a ajouté l'événement clic, mais tous les éléments, on a également, s'ils contenaient en tout cas la classe isActive, exécuté handle indicator. En faisant ça, on a réinitialisé la classe isActive. Comme Home, qui est ici, a la classe isActive, dans ce cas, cet élément-là rentre dans cette condition. On exécute donc handle indicator en passant notre élément. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on lui retire, pas qu'à lui, mais à tous les éléments, la classe isActive. Donc ça prouve que jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, tout ça fonctionne très bien. Nous, ce qu'on veut quand même maintenant, c'est afficher un indicateur. Alors comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? Et je vais dire, par exemple, indicator, qui est notre indicateur, qui est juste ici, donc qui est notre balise de span, .style, .width, et là, cette fois-ci, je vais utiliser les template strings. Les template strings, c'est lorsque vous mettez 2 apostrophes, ça vous permet d'imbriquer des variables dans une chaîne de caractères. Là, ici, je vais par exemple pouvoir dire, mon élément, tu vas me prendre toute sa largeur. Donc la largeur de l'élément qui a été cliqué. Si je suis sur Home, par exemple, on voit que la largeur, elle n'est pas si grande que ça. Elle est plus petite en tout cas que l'élément Testimonials. Vous voyez ce que je veux dire? Si on regarde ici, d'ailleurs on le voit en dessous par rapport au pseudo-élément before, le pseudo-élément ici est beaucoup plus grand que about. Donc c'est à ça que ça nous sert ici. Ça nous permet de dire, ok, l'indicateur va prendre une taille proportionnelle à la taille de l'élément. Donc ici, je rajoute pixel. Donc notre indicateur, maintenant, il a une taille qui correspond à l'élément qui a été cliqué. Donc c'est super. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est dire que dans notre indicateur, on pourrait rajouter, pourquoi pas, un background color. Au niveau du background color, on va commencer très simple. On va juste faire un red. Si je rafraîchis, on voit ici qu'on a bien notre indicateur qui est ajouté. Bon. Le problème actuellement, c'est que pour l'instant, notre indicateur se balade un petit peu partout. Pour résoudre ça, on va devoir ajouter notre classe isActive directement sur l'élément qui a été cliqué. Nous, pour commencer, on voit que la classe isActive, elle est sur Home, mais qu'on la retire ici. Vous voyez, ici, on retire notre classe isActive, parce qu'on veut tout réinitialiser. Mais par exemple, si je clique sur Testimonials, ensuite, je veux que Testimonials ait la classe active. Donc là, ajoute la classe isActive. Donc je vais pouvoir dire mon élément, qui est l'élément ici. Donc mon élément qui a été cliqué, d'ailleurs on le voit ici, hop, quand un élément est cliqué, on exécute notre fonction, ou alors si l'élément de base, il a déjà la classe isActive, dans ce cas on exécute cette fonction-là. Ça nous permet, lorsqu'on arrive sur notre page, de faire apparaître tout de suite une bordure en dessous de Home. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va juste dire ClassList.add, et là on va ajouter la classe isActive. Voilà. Donc là, c'est toujours pas réglé, mais on va y arriver, ne vous en faites pas. Ce qu'on pourrait faire, avant toute chose, c'est par exemple ajouter... vous savez quoi, on va peut-être résoudre ce problème avant, finalement, parce que c'est vrai que c'est un petit peu perturbant. Donc pour résoudre ce problème-là, alors si on regarde un petit peu, on a nav item qui est là, on a nav, dans nav, donc je vais aller dans nav, je peux également faire un position relative. Après tout, dans nav, on a des éléments en position absolute. Voilà, donc là, ça c'est à moitié réglé. On n'a pas encore réglé parfaitement tout. Mais en tout cas, ça permet de faire en sorte que notre barre ne parte pas vers le bas. Là, ce qu'on pourrait juste faire, c'est rajouter un left. Donc je vais dire que indicator.style. Donc lorsqu'on va cliquer sur un élément, on va vouloir modifier la propriété left. Donc left est égal, et je vais encore une fois utiliser les templates string, qui est une nouveauté de JavaScript. Si vous avez du mal, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la formation que je propose. Là, on va dire, ce sera égal à l'élément .offsetLeft. Donc, on va récupérer en fait le décalage qu'il y a par rapport à notre élément sur la gauche. Donc, par rapport à son élément parent. Par exemple, sur Home, ici, on va récupérer le décalage qu'il y a entre
notre barre de navigation ici est le début de l'élément home. On a vu que l'élément home commençait de là à là, puis de là à là on avait un autre élément, puis de là à là aussi, et là aussi. Vous savez quand on avait fait un background color red. Bref, ici on a juste à dire pixel et le tour est joué. Voilà. Là notre indicateur maintenant se positionne parfaitement bien. Une petite chose qu'on pourrait ajouter, c'est par exemple dire que notre élément, on va lui modifier sa couleur, donc element.style.color, et on va dire que ce sera égal à red également. En faisant ça, le texte maintenant passe normalement également en rouge. Alors là, visiblement, ce n'est pas le cas, parce que oui, effectivement, je ne l'ai pas mis dans une chaîne de caractères. Voilà. Et maintenant, c'est fonctionnel. Déjà, ça, c'est fonctionnel. Si on regarde, on voit que ça fonctionne super bien. Tout fonctionne très 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 bien. Alors nous, ce qu'on aimerait bien quand même rajouter, c'est par exemple des couleurs bien spécifiques pour des parties de notre page. Pour ça, c'est super simple, on va utiliser quelque chose qu'on a très peu utilisé jusqu'à maintenant sur cette chaîne, c'est les data attributes. Alors à quoi ça correspond ? On va pouvoir par exemple ajouter des attributs personnalisés sur nos éléments. On pourrait soit faire get, enfin, je vais vous montrer les deux techniques. On pourrait soit utiliser par exemple active color est égal et là on mettrait orange, pourquoi pas. Ensuite ici on aurait active color qui serait égal à green. Ensuite dans testimonials, alors je vais juste rétrécir, voilà, au moins on a de la place et je dézoomerai ensuite. Donc ici on a active color qui est égal à blue, ensuite active color qui est égal à red, puis enfin pour terminer active color qui est égal, et là on va utiliser un Rebecca Purple, donc c'est une sorte de mauve. Ok, maintenant en faisant ça, je peux récupérer mes attributs via JavaScript en utilisant quelque chose que vous avez très certainement déjà utilisé. Je regarde un petit peu, je crois que je vais le stocker plutôt, ce sera plus simple. On peut même le stocker dans une constante, ce sera const element color qui sera égal à l.getAttribute. Donc on va récupérer un attribut sur notre élément et ce sera l'attribut active color. En faisant ça, on récupère la couleur. Donc si on veut modifier la couleur, ici il suffit juste de dire que background color c'est égal à element color, et pareil pour le texte qui sera égal à element color. Et en faisant ça, on a résolu notre problème. Là, on a vraiment des couleurs qui sont propres à chacun de nos éléments. Et la transition des couleurs se fait grâce à notre CSS, car dans notre CSS, on a utilisé un transition. Voilà, une propriété transition de 0.3 secondes. Donc ça permet de faire en sorte que tout soit de manière très 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 fluide. Et à partir de là, vous n'avez qu'à détecter tout ça avec JavaScript comme on vient de le faire, et puis vous pourrez ainsi afficher des éléments sur votre page. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de super sympa à réaliser. Alors je vous avais dit qu'il y avait également une seconde possibilité qui est un petit peu plus moderne peut-être, c'est directement d'aller dans notre HTML et plutôt que Active Color, on va utiliser la même chose, mais ce serait data-active-color. On rajoute juste data devant en fait. Donc data, data, data. Voilà, data active color au lieu de active color. Et donc pour récupérer ces informations-là, plutôt que d'utiliser get attribute, il me suffit d'utiliser data set. Puis ensuite, on va utiliser un point et tout ce qui est tiré, JavaScript va directement le condenser avec le camel case. Donc tout ce qui est tiré, on le retire et on met une majuscule sur le second mot. Et à partir de là, vous avez vos éléments que vous pouvez récupérer via JavaScript. Donc on voit que ça fonctionne toujours aussi bien. C'est une manière de faire qui est plus propre que celle que je vous ai montrée en première proposition. Vous pouvez utiliser la manière que vous préférez, bien sûr. C'est juste que c'est un petit peu plus propre au niveau du HTML car votre navigateur comprend tout de suite qu'ok. Là, comme c'est data-quelque chose, dans ce cas, c'est une donnée que vous voulez réutiliser plus tard. C'est pas vraiment un attribut que lui doit essayer de rendre sur votre navigateur, quoi. Alors que s'il voit l'attribut classe, il sait qu'il doit aller chercher dans le CSS quelque chose. S'il voit href, dans ce cas, il sait qu'il doit aller vous rediriger vers quelque chose. Là, en voyant data-quelque chose, il voit qu'ok, il doit rien faire, c'est normal, c'est juste pour le bon fonctionnement du site, pour que nous, on puisse récupérer des informations. Et voilà, écoutez, je suis super heureux qu'on ait réussi à faire ça ensemble. On a mis quand même pas mal de temps pour réaliser ceci, mais je trouve que le résultat en vaut vraiment la chandelle. C'est vraiment quelque chose qui est super sympa. Là maintenant, regardez, au niveau du JavaScript, si vous voulez par exemple afficher des éléments en dessous,
Là, vous avez votre élément. Bah, vous pouvez utiliser un data quelque chose. Hein. Vous avez qu'à dire, par exemple, data target est égal home, par exemple, où vous récupérez directement le contenu qui est ici, mais je vous recommande de ne pas utiliser le contenu qui est ici, car vous serez amené peut-être à le changer avec le temps. Alors que si vous voyez data-target, vous savez qu'ici, il faut généralement pas le modifier parce que ça fonctionne avec votre JavaScript. Donc en faisant ça maintenant, on peut récupérer const target qui est égal à l.dataset.targets du coup, et on peut faire un console.log par exemple de target. Si maintenant j'ouvre la console de CodePen, hop, et que je clique, alors on voit qu'ici on a home, ensuite j'ai testimonials, alors testimonials je ne l'ai pas défini justement, mais hop, je vais vous le faire très rapidement. Voilà. Bah, en faisant ça maintenant, hop, je fais un clear, magnifique. Bah, lorsque je clique sur testimonials, je sais que je veux aller vers testimonials. Donc ici, j'ai qu'à faire éventuellement une condition if target est égal testimonials. Dans ce cas, on crée des éléments en dessous, tout ça après. Vous savez comment le faire. Hein. Si vous ne savez pas vraiment comment faire ça, encore une fois, je vous propose vraiment d'aller voir la formation que je propose sur JavaScript. Je pense que c'est ce qui peut vous aider le mieux, en tout cas pour profiter pleinement de cet exercice-là. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait ce genre de menu? C'est super simple à réaliser. En fait, finalement, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que notre span, on le modifie en fait. On va juste modifier sa propriété left pour le placer là où on le souhaite par rapport à nos éléments. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous proposer. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser. Ou alors, allez directement sur Discord. On est plus de 1000, ça y est, on a fêté les 1000 développeurs sur le salon Discord. Donc, c'est génial. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Amusez-vous bien.